euh, comment l'homme, ou la femme comme toujours, puisque maintenant il faut parler des deux sexes à la fois, a-t-il pu transmettre à sa descendance ses mythes, ses phobies, ses croyances, ses habitudes, ses aptitudes, ses instruments? Un écrivain et un philosophe français très connu pour ses essais et son enseignement en faculté propose une science nouvelle, la médiologie. Et cet écrivain, c'est Régis Debray. Régis Debray est né en 1940, il est très connu, c'est un philosophe, si vous voulez, un sociologue, mais aussi un professeur d'université. Mais il a écrit un livre qui s'appelle Introduction à la médiologie et il a enseigné la médiologie à l'université pendant assez longtemps. Alors, qu'est-ce que c'est que la médiologie? Dans ce livre paru en l'an 2000, il commence par une citation de Confucius. « Je n'ai rien créé de nouveau, je n'ai fait que transmettre l'enseignement des anciens. » Et là, je vais vous lire un petit passage de cette introduction à la médiologie qui est très caractéristique de sa vision des choses. Dans la Bible, il est dit qu'au début était le logos, ou la parole, oui. Au début était la parole, et l'homme est né avec la parole. Eh bien, le médiologue Régis Debray inverse les choses et il dit non. Au début, il y avait l'os. Et pourquoi l'os? Parce que, dit-il, c'est une donnée de l'histoire. C'est une antériorité chronologique. L'os est l'archive primordiale de la société. On situe à peu près à 100 000 ans avant Jésus-Christ les premiers rites funéraires. C'est-à-dire quand les os ne sont plus éparpillés par terre, mais ils sont recueillis et placés dans une tombe. Qu'est-ce que cela signifie? Quand il y a un rite funéraire, c'est-à-dire que la société qui ramasse ces os et les enterre croit déjà qu'il y a un monde futur pour les morts. Elle possède déjà, c'est un signe que cette société possède déjà des croyances, toute une mythologie primitive. Et ces os, ces sépultures, nous seront des indications très utiles pour comprendre l'évolution de l'humanité. C'est du paléolithique moyen que datent dans l'état actuel de nos découvertes les plus anciens restes osseux, rassemblés et juxtaposés dans une fosse protégée et non pas éparpillés et laissés à l'abandon en surface parmi les déchets. C'est si vous voulez, un indice, comme dit Régis Debray, d'un désir de durer. Le désir de l'homme de durer au-delà de sa vie terrestre. Comment se transmettait la mémoire, les techniques? Régis Debray nous dit que c'est un signe qui indique que l'homme se représente déjà un passé, une vie future. Frères humains qui après nous vivaient. Vous vous souvenez de ce poème de Villon, frères humains qui après nous vivaient, n'ayez les cœurs contre nous endurcis, car si pitié de nous pauvres avez, Dieu en aura plutôt de nous merci.
Vous nous voyez si attachés sains que si, quant à la chair, que trop avions nourri, et les pieds ça dévorés et pourris, et nous, les os, devenons cendres et poudre, de notre mal personne ne s'en rit, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. Les morts, les pendus, peuvent parler, il faut compatir à ces morts et à ces pendus, quelle que soit leur vie. Toute la civilisation débute par les restes. L'os se prolonge en pierre, en stèle funéraire, en obélisque, en mégalithe, en dolmen ou en menhir. Ensuite vient le christianisme. Ensuite vient la religion chrétienne. La première mémoire de l'homme fut des gens passés, des gens disparus, fut la mémoire architecturale. Les premiers édifices furent des édifices mémoriaux à la mémoire des défunts. Non pas le symbole d'écriture. Ferdinand de Saussure a privilégié la langue. Le linguiste Ferdinand de Saussure a dit que l'homme apparaît avec la langue, avec la distinction des phonèmes. Certes, la langue parlée est un moyen de communication, de permanence et de transmission médiologique. Mais l'homo, comme dit Régis Debray, n'est pas seulement cogitans ni ludens, il est surtout monens. Alors ces mots-là, je vais vous les expliquer. Ce sont des termes latins qui désignent des grandes étapes de l'évolution de l'homme. L'homme qui peut parler, qui peut réfléchir, c'est l'homo cogitans. L'homo ludens, c'est l'homme qui joue. Et c'est ce terme qui avait été introduit par Johann Huizinga dans son livre célèbre Homo Ludens, publié en 1938. Huizinga voulait dire que si l'homme ne sait pas apprendre à jouer avec son esprit, apprendre à jouer aux poupées, apprendre à jouer à la balle, apprendre à jouer avec les animaux qui l'entourent, il ne pourra pas développer son esprit cogitans. Que cette fonction, la fonction ludique, la fonction de jouer, est une fonction très importante pour le développement de l'esprit. Alors maintenant, je vais expliquer le terme que propose Régis Debray. L'homo monens. Monere, en latin, veut dire perdurer. C'est-à-dire être là quand vous serez parti. Perdurer. Perdurer dans la mémoire. Oui. Du verbe indo-européen men. Victor Hugo disait dans Notre-Dame de Paris: l'architecture a été le registre principal de l'humanité. Et ici, je vais vous lire un extrait que cite Régis Debray dans sa médiologie. Alors vous comprendrez à quel point la médiologie est une science intéressante et une science de comment perdurer dans l'avenir, par quels moyens se prolonger. Nous nous souvenons du roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Victor Hugo, comme vous le savez, était un grand visionnaire. Il avait des idées absolument éblouissantes. Et Régis Debray parle de lui. La rêverie hugolienne reste méthodiquement géniale, bien au-delà des formules qui sont intervenues après. L'idée centrale de Victor Hugo est absolument géniale.
Et c'est un chapitre de Notre-Dame de Paris où Frollo, un personnage apparemment négatif, oui, qui se met à rêver sur la signification de ce monument Notre-Dame de Paris. Et le chapitre s'appelle « Ceci tuera cela ». Et en sous-titre, « Le livre tuera l'édifice ». Le livre peut tuer l'édifice, mais comment donc? Je lis le texte de Victor Hugo. C'était d'abord une pensée de prêtre. C'était l'effroi du sacerdoce devant un agent nouveau, l'imprimerie. C'était l'épouvante et l'éblouissement de l'homme du sanctuaire devant la presse lumineuse de Gutenberg. C'était la chaîne et le manuscrit, la parole parlée, la parole écrite, s'alarmant de la parole imprimée, quelque chose de pareil à la stupeur d'un passereau qui verrait l'ange légion ouvrir ses millions d'ailes. C'était le cri du prophète qui entend déjà bruire et fourmiller l'humanité émancipée, qui voit dans l'avenir l'intelligence saper la foi, l'opinion détrôner la croyance, le monde secouer Rome. Pronostic du philosophe qui voit la pensée humaine volatilisée par la presse, s'évaporer du récipient théocratique. Terreur du soldat qui examine le bélier d'airain et qui dit « la tour croulera ». Cela signifiait qu'une puissance allait succéder à une autre puissance. Cela voulait dire « la presse tuera l'Église ». Mais sous cette pensée, la première et la plus simple, sans doute, il y en avait une autre, à notre avis, plus neuve, un corollaire de la première, moins facile à apercevoir et plus facile à contester, une vue tout aussi philosophique, non plus du prêtre seulement, mais du savant et de l'artiste. C'était le pressentiment que la pensée humaine, en changeant de forme, allait changer de mode d'expression, que l'idée capitale de chaque génération ne s'écrirait plus avec la même matière et de la même façon, que le livre de pierre, si solide et si durable, allait faire place au livre de papier, plus solide et plus durable encore. Sous ce rapport, la vague formule de l'architecture avait un second sens. Elle signifiait qu'un art allait détrôner un autre art. Elle voulait dire « l'imprimerie tuera l'architecture ». Pour en revenir à Régis Debray, quand il parlait à ses élèves, c'est un exemple qu'il donne, il se souvenait de l'Académie de Platon. Et Platon, vous savez que l'Académie, c'était un bois dans lequel il se promenait avec ses élèves. Ils étaient, je ne sais pas, une douzaine, pas plus. Et il a dit un jour à ses élèves, vous voyez, nous irons vers tel temple, le temple de la déesse une telle. Et il se dirige à travers le bois de l'Académie. Et ses élèves lui disent, mais maître, ce n'est pas la direction du temple. Vous prenez la mauvaise direction, vous n'allez pas directement vers le temple. Et Platon réfléchit et dit, mais vous savez, le sujet dont je dois vous parler lors de notre promenade dans cette académie, la première du monde, oui, est tellement vaste et tellement développé que je n'aurai pas le temps de vous raconter ce que je veux vous dire si je vais directement vers ce temple. Je dois m'écarter du chemin et je dois faire quelques détours pour vous en parler. Et ainsi, moi, je dois à plusieurs reprises faire des détours pour me rapprocher de notre sujet. Mais notre sujet, je le garde dans ma tête, c'est écouter, voir et concilier le monde qui nous entoure. Pour se représenter la culture,
dans son ensemble, il est nécessaire d'établir des liens entre différentes disciplines des sciences humaines. Traditionnellement, les anciens avaient séparé ces disciplines. La tragédie, la comédie, l'histoire, les mathématiques, tout était séparé. Par exemple, Pythagore avait séparé l'acousmatique, les études de l'acoustique, d'avec les études purement mathématiques. Mathematica et acousmatica. Ce sont deux études différentes et il séparait les études acoustiques des études mathématiques. Et pourtant, c'était lui qui avait élaboré les principes, entre autres mathématiques, des premières gammes musicales. Et par la suite, sont nées de ces séparations toutes les sciences exactes. Et les sciences exactes tendent toujours à séparer, à mettre des bornes. Mais la culture ne met pas de bornes entre différentes branches de la science. Il faut trouver des portes communes, la sociologie, la linguistique, et surtout l'art, la création, doit trouver des portes communes pour établir des réseaux entre diverses branches de la culture. Sinon, il n'y aura pas de création et d'imaginaire. Comme dans la promenade de Picasso, nous avons l'art, nous avons la réminiscence, les mémoires, les allusions, le jeu de mots, la fonction ludique. Nous avons toutes ces fonctions-là combinées. André Malraux, dans ses écrits, avait justement essayé de faire des écrits qui combinent ces différents aspects. Il a inventé ce qu'il appelait un métadiscours, c'est-à-dire un discours qui parle des œuvres d'art, qui parle des dieux et tout. Et il avait écrit Les Voix du silence, par exemple. Il avait parlé du musée imaginaire et il a inventé une sorte de discours spécial et il avait proposé une idée qui, à mon avis, est très probante. Les dieux antiques sont morts. Nous ne les vénérons plus. Mais ils sont restés en nous, ils ont imprégné notre civilisation, toute la culture dite européenne et la culture mondiale, peut-on dire, oui, mais ils apparaissent en nous ayant mué leur fonction sacrale. Nous ne les vénérons plus, nous ne vénérons plus Zeus, nous ne vénérons plus Athéna, mais nous considérons les statues de Zeus comme une œuvre d'art. Et ici, il y a justement une mutation qui s'est opérée entre la fonction sacrale et la fonction esthétique. Nous avons une fonction, et cette fonction esthétique, nous la percevons parfaitement. Et quand nous confrontons ces deux idées, Malraux disait, la phrase de Malraux, c'est le choc de deux représentations a priori étrangères qui créent l'étincelle. Deux silex qui produisent une étincelle, qui produisent justement l'effet artistique. Deux silex, comme l'homme qui avait appris à battre deux silex l'un contre l'autre pour produire le feu. Arrêtons-nous donc sur les deux sens les plus importants qu'il y a pour faire jaillir l'étincelle, la vue et l'ouïe. Platon a été
était le précurseur de la tradition chrétienne. Il disait que l'œil de Dieu est partout. Et cette tradition est restée. Elle est représentée même sous une forme, si vous voulez, très primitive, triangulaire. Le triangle de l'œil est représenté sur toutes les coupoles, par exemple. En russe, on parle de всевидящее око. La multiplicité des yeux est le signe de l'absorption de l'âme par le monde extérieur. Et le symbole de la multiplicité des yeux, c'est le pan, l'oiseau qui, dans l'aviaire antique, représentait la vision panoramique. Mais l'œil regarde, mais c'est Dieu qui voit tout. L'œil unique, l'œil du cyclope, que nous voyons dans l'Odyssée, par exemple, le cyclope dans l'Odyssée, que Ulysse doit aveugler. Le cyclope représente l'homme primitif, l'homme qui n'a qu'un seul œil. Il est encore au stade primitif, il n'arrive pas à avoir même une vision de deux yeux. Nous savons que dans la tradition, dans toutes les traditions antiques et même dans les traditions orientales, nous allons en parler plus tard, un œil est consacré à l'œil de la femme, l'autre œil à la lune, un œil est consacré à l'œil du soleil, etc., etc. Mais pour les anciens, le peintre n'était qu'un artisan. Plus il se rapprochait de la réalité, rappelons-nous dans le poème de Prévert, le peintre de la réalité, il tâche de copier la réalité à la lettre, se rapprocher le plus possible de la réalité. Et alors, il est apprécié. Zeuxis avait peint des raisins, mais de telle manière que les oiseaux, selon la légende antique, ont été bernés et se sont mis à picorer les raisins peints par Zeuxis. Mais c'est ça le beau selon l'Antiquité. C'est pour ça que les antiques voulaient se rapprocher le plus possible de la réalité. Mais cette réalité n'était pas si réelle que ça, en fait. Nous savons très bien que pour que les colonnes soient droites, il fallait, dans la perspective des colonnes, qu'elles ne soient pas si droites que ça. Il fallait les faire il fallait les construire un peu différemment pour qu'à la vue de loin, elles se présentent comme des fûts d'arbres. Les colonnes étaient des représentations en marbre des arbres dès leur départ. Mais très tôt, dans l'Antiquité, apparaissent deux points de vue, le beau et le bon. Est-ce que le beau est toujours bon ou pas ? Justement, nous en avons parlé en parlant de la caricature, oui. Est-ce que le bon écrivain est celui qui a une vie bonne ou celui qui nous montre son fort intérieur et dans ce fort intérieur, parfois, tout n'est pas si bon que ça. Aristote, dans sa poétique, affirme que le beau doit être bon. Et Platon, lui, il distingue le beau en soi. L'enfant, l'homme primitif, vivait de sensations, d'analogies. C'est pour ça que les 5 sens avaient un très grand sens pour lui, pour les hommes du passé. Et maintenant, je veux citer un autre point de vue. Le développement de l'humanité, c'est justement celui de Michel Serres. Michel Serres est né en 1930, c'est un historien de la philosophie, c'est un normalien,
Il était marin au départ, mais il a le don de raconter. Et vous pouvez le trouver sur YouTube, vous pouvez le trouver, j'ai enregistré une de ses conférences qui a été faite devant des étudiants de l'Institut catholique, de l'Université catholique à Paris, justement sur la vision du panoptès. Le panoptès, c'est un terme grec, c'est la vision panoramique de celui qui a plusieurs yeux. Et je vais vous raconter, mais vous pouvez le voir aussi sur YouTube, comme il raconte d'une façon extraordinaire, de façon très simple, il vous raconte le mythe grec, et si vous voulez, il raccorde le mythe grec avec la modernité. Avec le plus grand humour qui caractérise son esprit, Michel Serres nous parle de l'interminable série d'adultères commis par Jupiter, qui séduit toutes les femmes et rend jaloux Junon. Elle le fait suivre par un détective, Argus, mais Jupiter, par d'innombrables astuces, se métamorphose. Il se métamorphose tout le temps, tantôt en taureau, soit en cygne, soit en pluie d'or. Et là, justement, nous pouvons voir les célèbres tableaux qui représentent ces métamorphoses de Jupiter. La métamorphose en taureau, la métamorphose en cygne et en pluie d'or. Alors, Argus est un détective. Il doit veiller et ne doit jamais dormir. Il est couvert Dieu. Il est couvert Dieu. C'est le panoptès. En grec, pan veut dire tout, optès, yeux. Des yeux partout. Ce mythe est la reprise du mythe grec du panoptès associé au culte d'Hermès, celui qui a inventé les instruments de musique, la flûte de Pan, etc. On peut supposer qu'il existe, dit Michel Serres, dès l'Antiquité, une sorte de rivalité, une sorte de compétition entre l'audio et le visuel, entre la musique et la peinture. Qui est-ce qui va vaincre dans cette lutte? Ceci tuera cela, comme dans l'architecture et le livre, où la vision des images va tuer l'intérêt du livre. On ne sait pas encore. Voyant que la peinture prend le dessus, Panoptès se met à pleurer. Hermès sort son coutelas et tue Panoptès. Mais à ce moment-là, un oiseau passe. Et alors le mythe est un peu différencié, il y a différentes variantes du mythe. Comme toujours, vous savez, les mythes, ils sont racontés par un écrivain, par un des anciens, par un autre et tout, et ils varient un peu. Un paon passe et il reçoit sur sa queue les yeux d'Argus Panoptès. Le paon. En faisant la roue, cet oiseau, dont le peinage traîne à terre, apparaît encore plus beau, mais se découvre le derrière. Ici, dans le bestiaire d'Apollinaire, nous voyons la double face du paon. D'un côté, et en général de tous les animaux du bestiaire, d'un côté, c'est un animal qui voit, qui est peut-être à l'image des dieux, il est curieux de tout, mais il se découvre le derrière. Et dans tous les bestiaires les plus antiques, il y a aussi cette, si vous voulez, cette dualité de tous les symboles. Il faut voir la double face de chaque élément, de chacun de ces concepts qui nous viennent de l'Antiquité.
Ainsi, la perception des images change selon la personne et dans le monde des humains. Elle est toujours incomplète, toujours à double sens. Peut-être que les animaux nous voient, mais nous sommes tellement narcissiques que nous ne voyons que notre propre reflet dans l'eau. Et pourtant, les yeux de la mouche, regardés sous le microscope, ont un champ visuel beaucoup plus large que celui d'un être humain. Tout paysage est beaucoup plus beau s'il est reflété par un lac qui est, selon la tradition, le miroir du ciel, le miroir de l'œil de Dieu. C'est pourquoi Michel Serres a entrepris une étude systématique des 5 sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher, dont les combinaisons infinies nous donnent une vision du monde environnant, bien que chacune d'elles séparément soit limitée et incomplète. Mais les temps changent, les visions changent et les formes de la synesthésie. La synesthésie, c'est la superposition des sensations de nos 5 sens les unes sur les autres. Les sensations olfactives, les sensations musicales, rien n'est mieux exprimé que dans le poème Baudelaire, par exemple, Correspondance, oui. D'où la multiplicité des interprétations de la perception. Je voudrais vous lire un petit texte, un extrait de Merleau-Ponty. Merleau-Ponty fait partie de... Vous savez, il y avait un courant, le courant existentialiste. Il y avait donc Sartre et Simone de Beauvoir et les existentialistes athées, oui, Camus aussi, et il y avait d'un autre côté Merleau-Ponty et tout un groupe d'existentialistes qui étaient croyants et qui collaboraient à une célèbre revue qui s'appelait la revue Esprit. Merleau-Ponty collaborait à la revue Esprit. C'est une revue très connue et qui a joué un très grand rôle dans le développement culturel, dans la pensée même mondiale, dirais-je, non seulement française, à son époque et jusqu'à présent, cette revue paraît. Alors je vais vous lire, avant, il a eu le temps, c'est le dernier essai qu'il a publié et qu'il a eu le temps d'achever, et cet essai a été publié déjà après sa mort. Merleau-Ponty parlait surtout des œuvres d'art. Et il disait que l'esprit capte un paysage, l'esprit capte une... Il avait beaucoup parlé de Cézanne, par exemple, de la montagne bleue de Cézanne. Le paysage varie. Le paysage est d'abord capté par l'œil et par l'esprit. Et la grande réussite de Cézanne avait été, selon Merleau-Ponty, de montrer cette montagne bleue avec l'œil de l'esprit. Et là, Merleau-Ponty parle de son séjour dans une villégiature, dans une villa. Il regarde une piscine et il voit le marbre et l'eau et le soleil, et il essaye de voir toutes ces vibrations avec les yeux de l'âme. Et c'est très intéressant parce que nous avons ici une vision presque impressionniste, l'explication de cette vision de l'âme qui est celle des impressionnistes. C'est le texte de Merleau-Ponty. Quand je vois à travers l'épaisseur de l'eau
le carrelage au fond de la piscine, je le vois pas malgré l'eau. Les reflets, je le vois justement à travers eux, par eux. S'il n'y avait pas ces distorsions, ces zébrures de soleil, si je ne voyais pas sans cette chair la géométrie du carrelage, c'est alors que je cesserai de voir comme il est, où il est, à savoir plus loin que tout lieu identique, l'eau même, la puissance aqueuse, l'élément sirupeux et miroitant. Je ne peux pas dire qu'elle est dans l'espace, elle n'est pas ailleurs, mais elle n'est pas dans la piscine. Elle l'habite, elle s'y matérialise, elle n'y est pas contenue, et si je lève les yeux vers l'écran des cyprès où joue le réseau des reflets, je ne puis contester que l'eau la visite aussi, ou du moins y envoie son essence active et vivante. Vous voyez que comme tous les éléments dans le paysage ici se mêlent, ce n'est pas la vision du peintre Zeuxis qui avait représenté ces raisins tels que les oiseaux pouvaient les picorer. Non, c'est une représentation qui met aussi l'âme dans le paysage et qui fait vibrer les couleurs. Ici, je pense à un autre peintre qui, lui, peignait avec tout son corps. Je pense à Soulages, qui peignait le mouvement, l'instant. Il préparait une très grande toile, immense, un énorme pinceau, et il se préparait d'un geste à peindre sur ce tableau toute l'énergie de son corps qu'il mettait dans ce geste créateur. Et c'est pour ça que les tableaux de Soulages produisent cette impression de fusion entre le geste créateur et la toile. Comme vous l'avez déjà compris, dans toute création littéraire, dans toute création imaginaire, le langage et l'idée jouent un très grand rôle. Un écrivain, Claude Roy, cite un récit d'un penseur chinois, Pi Yu-king. Un moine, un bandit, un peintre, un avare et un singe voyageaient en compagnie. Un soir, à la tombée de la nuit, ils s'abritèrent dans une grotte. Peut-on concevoir un lieu plus propre à établir un ermitage, dit le moine. Quelle retraite pour les hors-la-loi, dit le bandit. Le peintre murmura. Quel prétexte pour le peintre et pour le pinceau que ces rocs et le jeu de la torche avec leurs ombres. L'avare reprit. Pour cacher un trésor, cet endroit est excellent. Le sage, les écoutant tous les quatre, dit « Quelle belle grotte !» Le sage, dit Claude Roy, c'est le langage. Donc il y a une multiplicité d'interprétations et des perceptions. Le mot exprime plus que l'idée abstraite qu'il représente. Le langage du poète, le langage de l'art, révèle l'univers particulier de chacun. Il ne faut pas qu'il révèle l'univers réel. La création est toujours poésie. Musset disait « Chacun porte en lui un monde ignoré qui naît et qui meurt en silence. » Aragon disait « On a beau dire ce que l'on voit n'entre jamais dans tout ce qu'on dit. »